Dans cet épisode-ci des Critiques du Masque, je vais vous poser une question, et c'est la seule question qui se pose quand on voit Mighty No. 9. On devrait se poser cette question-ci, celle-là même qui devrait être abritée dans votre esprit, et que je vais finir par énoncer, car c'est certain, je n'ai pas de problème d'élocution, cependant, je vais simplement vous dire qu'il n'y a qu'une seule question qui se pose, cette question qui se pose, c'est quand vous regardez cette chose-là que vous voyez actuellement avec les yeux, parce que vous ne savez pas le voir autrement, est-ce que vous avez l'impression, c'est certain, que ça a coûté 4 millions de dollars? Parce que je n'ai pas vraiment l'impression que ça ait coûté 4 millions de dollars, car on y réfléchit posément. Et quand on voit le résultat de ce que vous coûte de nos jours un jeu qui a été kickstarté à hauteur de 4 millions de dollars, on peut se demander si Keiji Inafune n'a pas mis beaucoup d'argent dans sa poche afin de réaliser des versions qui, c'est certain, sont sur des sujets qui sont maintenant obsolètes, comme la Wii U, la PlayStation 3, la Xbox 360 et les divers retards qui ont été encourus par ailleurs. Mais voilà, vous avez votre simili Mighty No. 9, c'est censé être un peu Megaman, donc vous avez votre simili Megaman, et que voilà, il est sorti, et est-ce qu'il est réussi? Et ça, vous le saurez dans un nouvel épisode d'une émission de critique vidéoludique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, mais je ne devrais pas devoir le faire, cependant je vais le faire, Critique Cruelle. Alors je n'ai pas à vous cacher que je n'ai aucune forme de particulière sympathie pour Keiji Inafune parce que j'ai toujours considéré que c'était un mec, il était un peu mercenaire, ça c'est pas grave, mais il est cependant, en plus, et ça c'est bien plus préoccupant, un peu un charlatan, parce que je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. C'est un homme qui a l'intégralité de son CV qui est basé sur une ambivalence de langage. Il est conscient que les gens de l'autre côté de l'écran, ils ne sont pas nécessairement suffisamment affûtés pour voir le terrible subterfuge dont il est coupable, c'est-à-dire que quand il dit qu'il a créé Megaman, en fait ce qui veut dire c'est qu'il a créé un dessin avec un petit robot bleu qui avait un aspirateur sur l'un de ses bras et qu'ensuite quelqu'un en a tiré le pixel art que vous avez la possibilité de diriger sur ces jeunesses auxquelles vous avez joué peut-être durant votre jeunesse. Il n'a pas créé le game design, il était aidé dans tout ça par un homme qui s'appelle Akira Kitamura qui avait créé le premier titre. Il a été ensuite chapeauté sur le second par un homme qui s'appelait Tokuro Fujiwara et que donc s'il avait voulu apprendre à être game designer, il aurait simplement dû demander et poser des questions aux gens qui l'entouraient et qui ont travaillé sur la série Megaman parce que c'est un mec qui a travaillé pour Capcom à la meilleure époque de Capcom et qu'il a été entouré par quelques-uns des plus grands noms. Je veux dire, Tokuro Fujiwara, c'est le mec qui a créé Ghouls and Ghosts, qui a créé Mad World, qui a créé Super Ghouls and Goblins, Ghosts and Goblins, c'est l'un des plus grands créateurs de jeux vidéo de son époque et c'est un homme qui était tellement terrifiant avec ses subalternes qu'il a créé comme ça, ex nihilo, un homme que vous connaissez encore sous le nom de Shinji Mikami parce que c'est bel et bien là le nom qui lui a été donné par ses parents et que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est pas le genre de type qui, comme Goichi Suda, a besoin d'un pseudonyme afin de prétendre exister dans le domaine de la création vidéoludique. Mais donc, le mec, il a travaillé avec des gens qui n'étaient pas foireux. Sur le troisième, il a même travaillé avec Masayoshi Kurokawa, un homme qui a travaillé sur pas beaucoup de jeux, mais surtout sur Mega Man 3, un jeu qui n'était pas mauvais. C'était pas un mauvais Mega Man, ce n'était pas en quelque sorte Mighty No. 9, un jeu concept et Inti Creates publié par Deep Silver sur PC, sur PlayStation 4, sur PlayStation 3, sur Xbox One, sur Xbox 360, sur Wii U, sur 3DS, sur PS Vita, sur Linux, sur macOS et même, petit roulement de tambour, sur la Shield Portable de Nvidia. C'est un titre qui est dirigé par Koji Imaeda, dont c'est le premier titre, qui veut sans doute dire quelque chose. Kinshi Ikegami, l'un des planeurs de Mega Man ZX sur Nintendo DS, c'est produit par Nick Yu, le producteur associé de Yaiba Ninja Gaiden Z, le pire Ninja Gaiden qui a jamais été réalisé dans la série Ninja Gaiden, et un jeu qui avait, oh c'est étrange, été conceptualisé par Keiji Inafune. C'est sur base d'un design de Yoichi Ono, un ancien de Telnet qui avait mystérieusement pris sa retraite en 1989, qui est sorti de cet incroyable anonymat pour réaliser ce jeu-là, qui s'appelle, je vous le rappelle, Mighty No. 9, ce qui veut dire le puissant nombre non en allemand, aussi incroyable ça puisse paraître. C'est sur base d'un scénario, parce que ce jeu est un scénario de Keiji Inafune, vous savez, le Inaf King, et il y a des magnifiques musiques de Manami Matsumae, et c'est la meilleure partie du jeu, et c'est un jeu que vous pourrez le remarquer, qui fait tout ce qu'il peut pour être Megaman sans nécessairement être assez proche de la formule, de manière à pouvoir éviter d'être attaqué en justice par quelqu'un comme Capcom par exemple, que vous avez vos incroyables passages lourdeaux sous l'eau, vous avez vos passages lourdeaux sur la glace, et que c'est certain, il y a un ennemi qui a le pouvoir de la
Ice, il y a un autre qui a le pouvoir du Fire, et c'est donc faire du hip-hop, et qu'il y a toutes ces incroyables particularités de un jeu que, bah voilà, c'est le 627e Megaman qui est réalisé dans l'incroyable esprit de Keiji Inafune par Keiji Inafune, alors qu'il n'a jamais été game designer sur la série, qu'il n'est toujours pas ici, que voilà, ça ressemble terriblement à Megaman, ça a vaguement l'odeur de Megaman, cela sent le Megaman, cela ressemble au Megaman, mais cela ne se joue pas réellement comme autre chose que un étrange mélange de Megaman X et de Megaman 2 dans un univers où c'est certain, vous avez des doublages qui sont chiants, vous avez les cutscenes qui sont en train d'arrêter le flow du jeu que vous êtes en train d'y jouer, et que voilà, c'est les pires incroyables tics de les Megaman modernes et une incroyable forme de fixité mentale dont on pourrait simplement dire ceci, c'est que c'est le pire des nouveaux Megaman et le pire des anciens Megaman réalisés dans un jeu dont on peut simplement dire que c'est un peu le produit blanc sans saveur qui a été réalisé comme une fausse copie. Voilà, c'est le genre de jeu dont on s'attendrait, vous voyez, à ce que ce soit une parodie réalisée par un universitaire très talentueux qui avait trop de temps à tuer et qui avait décidément une licence pour utiliser l'Unreal Engine 3.0 et qui fait « Et regarde, ça c'est pour ça que les gens, en fait, ils n'aiment pas vraiment Megaman quand ils jouent à Megaman, souvenez-vous de Megaman, c'était comme ça Megaman. » Simplement, c'est censé être un jeu qui a été réalisé avec l'argent des gens qui ont été arnaqués sur Kickstarter pour pouvoir réaliser ce titre-ci. Or, quand on regarde ce jeu-ci, qui a coûté à peu près 4 millions de dollars sur Kickstarter, qui est sorti sur 622 formats afin de pouvoir lancer une compagnie qui soit la propriété de Keiji Inafune, qu'il espère bien pouvoir utiliser pour un jour prendre sa retraite, comme il le dit dans les incroyables interviews qu'il donne aux gens qui sont dans les domaines publicitaires, de faire des interviews avec des créateurs de jeux vidéo qui, c'est certain, n'ont jamais créé les jeux vidéo dont ils prétendent avoir été le créateur, mais simplement, vous pouvez voir ceci, ce n'est pas un mauvais jeu, c'est un jeu médiocre, et c'est un jeu qui a cependant coûté 4 millions de dollars aux jeux qui ont été arnaqués sur le Kickstarter. Et je ne sais pas si vous saviez, mais il y a quelques années de ça, il y avait un autre jeu qui avait de la musique de Manami Matsumae, qui avait la particularité d'être particulièrement réussi, qui était très joli, c'était le Chevalier de Shovel, le Shovel Knight. Et le Shovel Knight, lui, c'était un jeu réussi qui avait réussi à transcender les concepts qu'il empruntait afin de pouvoir réaliser un nouveau jeu, limite plus réussi que ceux dont il était inspiré, et que c'était donc DuckTales, et que celui-là, il n'avait coûté que 311 502 dollars. C'était un jeu bien meilleur. Donc ce jeu-ci, en plus d'être pas particulièrement réussi, il a coûté beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il est, c'est-à-dire une version médiocre de Megaman, où Megaman s'appelle maintenant Beck, sans doute une référence au fameux musicien scientologue, et que vous avez la possibilité de voir que c'est pas exactement Tron, ni réellement trombone, c'est simplement un jeu particulièrement oubliable, que les gens, c'est certain, s'en souviendront plutôt pour sa magnifique campagne sur Kickstarter pour la qualité du jeu qui en est sorti.